Justin. Salut Ayaz, Ça va, tu vas bien? super, et toi? Ça va, super. Euh, alors, du coup, comme un peu toutes les builder interviews qu'on a faites auparavant, moi j'aime bien commencer par comment est-ce qu'on. Enfin, pas on s'est rencontrés, mais comment on a été mis en contact. Et là, c'est là Ouais. qu'intervient un très bon ami à moi qui s'appelle Mand, qui, Mhm. qui bosse à. J'ai oublié le nom. France Digital. France Digital, merci. Donc une asso qui Ouais. intervient dans l'écosystème dans l'écosystème startup, etc. Et du coup, moi en fait, moi je prévoyais un peu toutes les builder interviews et puis je lui ai envoyé un message à un moment, je lui ai dit écoute, est-ce que t'as pas des personnes que tu connais, tu vois, qui pourraient être intéressées euh, par, euh, par ce format-là. Et puis en fait, il m'a direct Mhm. envoyé ton profil. Il m'a dit bah check ce profil-là, tiens, c'est son LinkedIn, etc. Et moi, ce qui m'avait, on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est que moi, déjà, j'ai regardé quasiment toutes les émissions de Qui veut être mon associé, tu vois. Donc c'est un truc enfin, que c'est une Qu'on a émission en que commun déjà. j'apprécie beaucoup, tu vois. Et, euh, et quand il m'a dit, ouais, en fait, enfin, il est en train de développer le Qui veut être mon associé, mais en mode digital, j'ai fait, ok, ouais, non, ça m'intéresse, c'est quelque chose qui me parle, etc. Donc, bah, feu, en fait, tu vois. Donc, donc ouais, donc bah, nous y voilà, quoi. Donc, on va en parler, bien sûr, un peu plus en détail hein, au fur et à mesure de l'interview. Mais voilà, donc c'était un peu pour introduire la façon dont c'est connu. Mhm. Alors, du coup, Justin, est-ce que tu peux un peu bah, te présenter un peu en quelques mots, quoi, sans trop en dire pour en garder un peu pour le reste de l'interview? Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. On salue Mohamed du coup qui nous a plugué ensemble, Ouais, qui bosse pour une très bonne asso. Faudra en reparler aussi. Et effectivement, ça attire beaucoup l'attention, ce qu'on appelle le high level concept du qui veut être mon associé en ligne et communautaire. Et mon prénom, du coup, c'est Justin. Et je suis entrepreneur depuis quelques années. J'ai plein de casquettes. J'ai touché à plein de choses. Et pour ceux qui sont en train de démarrer, qui aimeraient se lancer, ou qui sont au même stade que nous, je pense qu'on a des bons points de vue à partager et sur lesquels échanger. top, top. Euh, ok, alors du coup, Justin, ce que j'aime bien avec cette émission aussi, c'est qu'en fait, j'essaye d'inviter des personnes qui ont eu des parcours un peu différents. Jusqu'à présent, Mhm. j'ai invité bah, quelqu'un qui était plutôt côté design, puis ensuite un pur dev, etc. Et alors, si je me trompe pas, toi, en tout cas dans ton parcours scolaire, t'as pas fait de dev, enfin, t'es pas quelqu'un de tech. Est-ce que tu peux nous parler un peu de justement de ton parcours scolaire? J'ai vu que tu avais fait un bachelor, un MBA après. Ouais, avec plaisir. Bah, moi, j'ai un parcours scolaire on pourrait appeler d'escroc. J'ai pas fait de dev, j'ai pas fait de design, je me suis pas spécialisé. En fait, on va dire que j'ai commencé à apprécier l'école à partir de la terminale, donc ça fait quand même au moins deux tiers de ton parcours scolaire qui est un peu passé à la trappe. Je rencontre le marketing, la communication en terminale, et là, je me dis que je commence à accrocher dans quelque chose. J'arrivais pas encore à mettre les mots dessus. Euh, Mon passé scolaire un peu chaotique me rattrape, ce qui fait que bah, la seule année de cours que je kiffe se termine par le bac. Et après le bac, je erre un peu, je me retrouve déscolarisé, je fais 6 mois de fac à droite à gauche. Et un jour, on me parle de l'alternance. Donc pour ceux qui sont passés par l'alternance ou qui sont en alternance en ce moment, vous êtes dans la voie royale pour rentrer sur le marché du travail. Et pour commencer à mettre un peu de pourquoi sur les études que vous êtes en train de faire. Et donc, je me retrouve à démarrer un cursus qui va finalement durer 5 ans, ce qui faisait sourire quand même pas mal de gens dans mon entourage. On voyait un peu d'où je venais et quel attrait j'avais pour l'école, etc. Pêle-mêle, j'ai démarré par la gestion en entreprise, je suis passé par le marketing,
et les 2 dernières années qui sont, ce qu'on appelle un MBA, donc un bac+5, qui lui était, spécialisé dans le management. Donc là, on est vraiment dans la gestion des hommes et cetera. Donc j'ai plutôt un parcours, management, sales, relations clients, s'il faut mettre des termes dessus. Et le comble du comble, c'est qu'aujourd'hui, dans les activités que j'ai, je donne des cours à des étudiants qui sont, eux-mêmes alternants. Donc la boucle est bouclée. On peut, faire un démarrage qui est un peu, en 2 temps et finalement, se retrouver à nous-mêmes devenir, ce qu'on appelle un intervenant, donc un professionnel qui vient apprendre, des choses très techniques, heu et très actionnables pour des étudiants qui veulent devenir de futurs professionnels. Ok, ok. Super, super intéressant comme parcours. Et c'est vrai que ouais, ce qui est un peu compliqué aussi dans les études, c'est que tu vas pas forcément trouver ta voie dès le début. Tu vas peut-être Mmh. galérer, tu vas peut-être papillonner à droite à gauche, etc. Et puis au bout de, je sais pas, peut-être 2-3 ans, tu vas faire, ah, cette filière elle est cool, tu vas la tester, etc. Et tu vas kiffer. Et je suis totalement d'accord sur le côté, l'alternance, c'est un peu la voie royale. Euh, Moi, Ouais. je parle en connaissance de cause. Moi, j'ai fait, je pense, ouais, j'ai fait 3 ans d'alternance. Et franchement, j'ai jamais autant appris sur mon métier qu'en alternance, parce qu'au final, Mmh. ce qu'on t'apprend à l'école, c'est pas forcément ce que tu vas mettre en place en entreprise. Donc, donc ouais, Ouais, l'alternance, si vous ouais, avez c'est l'occasion, si vous avez l'opportunité, faites-le. Franchement, c'est que bénéf en fait, parce que bah tu vas prendre en expérience, tu vas apprendre les vrais de trucs que les entreprises font dans ton domaine, et surtout tu vas avoir un salaire. Et franchement, c'est que des bénéfices. Le seul petit inconvénient, c'est que les cours, du coup, ça va être un peu plus condensé, parce qu'ils sont obligés de, surtout quand t'as pour un même diplôme deux parcours en formation initiale et alternance, t'auras un parcours un peu, enfin, t'auras des cours un peu plus condensés, un peu plus chargés. mmh. Mais en vrai, ça le fait quoi. Quand Ouais, ouais, tu pèses le pour et le contre quoi. je suis d'accord, faut vraiment faire la pub de l'alternance, qui est très, très poussée ces dernières années en France. Et juste pour clore ce sujet-là, mais s'il y a des gens dans ton entourage qui se questionnent sur le faire, c'est effectivement déjà tu as un salaire. En plus, l'école est prise en charge. Des écoles dans le privé, une année, les plus basses en général, c'est quand même un investissement de 5 000 €. Il y a peu de diplômes qui sont en 1 an. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Les cours sont condensés, mais en fait, variés et associés à une expérience pro en parallèle, ça passe à une vitesse de dingue. Et surtout, c'est un peu, l'antichambre, de la carrière professionnelle, parce qu'on t'embauche pour faire des erreurs, on t'embauche pour t'apprendre. Aujourd'hui, en plus, il y a quand même une grosse prise de conscience de je sais pas de quelle génération tu es, mais aujourd'hui, pour moi, être un intervenant, je vois beaucoup de tuteurs, de patrons qui sont vraiment impliqués avec les alternants. Là où il y a quelques années en arrière, c'était un peu, presque, la mauvaise image qu'on avait comme les stagiaires et cetera, alors que tout le monde fait son maximum. Mais pour ceux qui ont vraiment, envie d'aller plus loin que juste le parcours scolaire classique, l'alternance, Ouais. c'est génial. Ouais, franchement, moi, et d'ailleurs, je l'ai conseillé aussi à un moment je lui ai dit, fais de l'alternance dans ton Et master et tout. Et il l'a pas fait. Et là, il me dit, enfin, la dernière fois, je crois, on discutait, je sais plus c'était quand, mais il me disait, j'aurais dû t'écouter, j'aurais dû faire de l'alternance, j'aurais déjà pris de l'XP, machin et tout, tu vois. Mais ouais, si ouais. vous avez l'occasion, franchement, faites-le. Euh, du coup, ouais, pour revenir un peu sur ton parcours, donc tu fais ton bachelor, tu fais ton MBA. Est-ce que après parce qu'en fait, ce que j'aimerais bien savoir, c'est à quel moment, en fait, est-ce que tu as toujours eu ce côté entrepreneur depuis les études, tu as fait des trucs à côté, ou est-ce que d'abord, enfin, après tes études, tu as d'abord fait un peu le truc classique que beaucoup de personnes font, c'est tu as chopé ton premier CDI, tu découvres un peu le monde pro, etc. Et en même temps, tu es en mode, ah, j'ai envie d'entreprendre. Ouais. Bah, je suis cet interstice qui est pas toujours visible, mais à mon avis, on doit être des millions et des millions à travers le monde là-dedans qui sont, ben, je suis déjà un peu dans quelque chose de bien normé. Alternance, tu travailles, tu as déjà un patron, tu te mets dans un rythme, tu as des horaires, tu commences à te mettre en ménage et cetera. Et le fait de vouloir entreprendre, donc effectivement, il y a plein de petits projets, d'idées que j'avais en tête. C'est ce qui va sûrement nous amener à Pitch Me, en tout cas à discuter de ça après.
Donc, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont dans cet interstice de dire: «Est-ce que je me lance ou pas?» Moi, la particularité, c'est qu'en master, donc en bac+5, j'ai été signé en CDI en étant alternant. Donc, c'est possible en France, c'est-à-dire qu'ils veulent sécuriser, des collaborateurs pour qu'ils s'assurent de les voir rester dans les équipes après. Ouais. Donc en termes d'entrepreneuriat, dans ce sens-là, ça peut être un peu compliqué parce que même si tu as des idées, que tu as envie de te lancer, ben, tu as quand même ce statut de CDI qui t'accompagne et tout ce qu'il y a autour, donc une sorte de sécurité de l'emploi, des revenus. Si tu veux aller voir ta banque et cetera, c'est beaucoup plus simple si tu veux t'acheter un appart. Ouais. Donc je me suis retrouvé en CDI pendant mes études, donc mes dernières années, d'études supérieures. C'est ce qui m'a, pas empêché, d'aller dans d'autres aventures, professionnelles par la suite, puisque mon master, pour tout te dire, je l'ai fait en grande, heu, distribution. J'ai fait Castorama, Ok. qui avait besoin de renouveler un peu, les collaborateurs managers qui étaient plutôt des personnes qui étaient, bah, vieillissantes en fait, qui arrivaient sur une fin de carrière et ils se challengeaient pour, renouveler le ce qu'on appelle le roster, le batch de managers et donc on s'est retrouvés à être plein de jeunes, managers et c'est pas forcément ce qu'on cherche. Moi, je sais que je cherche un peu plus d'agilité. La grande distrib, c'est quand même, c à mes yeux, ce qu'il y a de plus proche de l'armée, quoi. C'est vraiment, si tu commences à réfléchir, c'est désobéir. Donc ça fonctionne très bien pour certains et c'est génial parce que c'est une très, très belle boîte, Casto. Mais j'avais, bah, des personnes dans mon entourage qui me parlaient un peu plus de cet univers de start-up et cetera, Mhm. où c'est très agile, où il y a tout ce qui gravitait autour dans l'image, dans l'émission et cetera et donc à la fin de mon master, même si j'étais en CDI, j'ai dit: «Bon, bah, je prends le risque de partir, je vais bosser dans une start-up» et là, je suis arrivé davantage dans cette partie innovation, tech et cetera. Ok. Ok, ok, ok. Du coup, donc tu bosses, ouais, donc tu bosses à Casto. Parce que avant ça, toi, t'étais pas trop proche de cet univers-là d'entrepreneuriat. Enfin, j'imagine que t'entendais comme un peu tout le monde parler des startups, machin et tout, mais sans trop être dans cet univers-là. Et, et ok. Et du coup, en fait, est-ce que après Casto, du coup, quand tu dis tu rentres dans le monde des startups, c'est est-ce que tu rentres par la voie de l'entrepreneur ou est-ce que tu es en mode je trouve un taf d'abord dans une startup, dans une scale-up pour découvrir un peu comment ça se passe, les process, machin, ou tu es en mode Ouais. moi j'ai envie de créer un truc, j'y vais. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé en CDI. Ok. La 1re start-up où je suis allé, c'était ce qu'on pourrait appeler un cabinet de recrutement. C'était une start-up spécialisée dans le recrutement de profils tech, comme le tien, par exemple. Ok. Donc je te parle de ça, c'était en 2020-2021. Hmm. Donc énorme traction pour, toutes les boîtes tech et innovantes qui cherchaient absolument les meilleurs talents qui étaient, disponibles ou au moins à l'écoute du marché. Donc il y avait aussi ce jeu de chaises musicales, peut-être que tu as connu ou en tout cas dans ton entourage de profils tech, vous avez connu, où, notre métier, c'était vraiment d'être chasseur. Donc là, j'étais complètement sur une partie sales, et mon métier, c'était d'appeler des boîtes qui avait déposé quelque part une intention de recrutement. Ça pouvait être, fiche de poste, quelque chose qui était lié au recrutement. Nous, on avait un growth, donc quelqu'un qui allait scraper Welcome to the Jungle, Indeed et cetera Ok. et qui allait choper, tout ça, qui nous le triait, on se répartissait, on appelait, de malades et en fait, il y avait vraiment un besoin parce que les boîtes, elles avaient tellement grandi à cette époque-là. 2021, c'était quand même, Ouais. énorme. Il y avait des levées de fonds, c'était un truc de fou. Enfin, même aujourd'hui, on Hmm. se rend compte que c'était beaucoup trop. Donc en fait, il y avait vraiment une énorme, émulation autour des startups, mais elles n'avaient pas les compétences pour recruter ou alors c'était un marché qui était tellement tendu, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de talents, heu, mais soit ils étaient un peu, shady, c'est-à-dire qu'ils sont pas trop sur LinkedIn, ou alors c'est pas des gens qui ont des habitudes d'aller sur Indeed, Welcome to the Jungle ou n'importe où ailleurs pour se dire: «Bon, bah, est-ce qu'il y a pas des jobs qui me plairaient plus?» et donc cette boîte, elle avait développé, elle était en phase de développement, en tout cas à l'époque, de croiser des data open source, comme je te le disais, des fiches de poste par exemple, sur Ok. Indeed et cetera,
Alors à l'époque, c'était un peu shady aussi, mais c'était un peu plus ouvert. Tu pouvais scraper, pas mal de choses sur LinkedIn, Ouais, un peu plus qu'aujourd'hui et puis en fait, après on allait sur des plateformes d'open source, type GitHub, Stack Overflow et cetera et on essayait de trianguler un max d'infos pour se dire: «Bon, bah, OK, on sait qu'à Paris, les boîtes, ça c'était simple de le savoir, elles cherchent tous, du Vue.js avant que ouais, ça devienne React, du Vue et du Node.js pour un gars qui est en full stack, on veut qu'il ait 5 ans d'expérience, le plus, ce serait qu'il soit, assez agile dans ses méthodes de travail, qu'il sache faire du CI/CD et cetera. Donc ouais. tu vois, il fallait vraiment s'adresser aux RH bien avec les bons termes et nous, on allait chasser ces profils-là et heu et ça fonctionnait super bien parce qu'on allait en fait, on se mettait dans la peau des devs, en fait. On se disait: «OK, Mmh. nous, ce qui va se passer, c'est que c'est OK, c'est l'entreprise qui est en recherche d'un profil qui va, être, ce qu'on appelle le le décideur clé, donc qui va payer. Mais si nous, on veut se différencier, c'est par nos méthodes de travail et nos méthodes de travail, elles passaient par avoir des devs, un vivier de devs avec qui on s'entendait bien, des gens qui étaient en recherche ou potentiellement à l'écoute du marché et cetera et pour qui on allait vraiment proposer des missions qui matchaient avec, leur appétence tech. Il y a des gars, bah, ils avaient fait, toute leur vie en full stack et en fait, ils se rendaient compte qu'ils étaient vachement, tournés vers le back-end. Leur truc, c'était des databases, c'était de faire, des API hyper propres et cetera. Ils en avaient un peu marre du front et nous, on allait vraiment discuter avec eux de ces petites choses-là, ces petites granularités OK. qui faisaient que quand on le plaçait dans une entreprise sur un bon poste, ça faisait des étincelles. L'entreprise derrière, elle était hyper contente, elle nous recommandait et en fait, tu te retrouvais à recruter pour des boîtes qui étaient géniales, quoi. OK. OK, OK, très clair. Parce que c'est vrai que, je trouve ce qui est cool, c'est qu'en fait, tu arrivé dans la startup et directement, en fait, tu as eu ce truc-là, bah, comme tu l'as dit, de sales, où en fait, tu es obligé d'appeler, tu vois? Et en fait, ce truc-là Mmh, d'aller chercher, en fait, si on fait un peu le parallèle où quand tu montes une startup, quand tu montes un projet, le plus important, c'est de parler à tes utilisateurs. Et c'est un blocage en tout cas, que moi, je vois beaucoup chez les devs, chez les devs qui sont solopreneurs, etc. Parce que on a ce côté-là de, quand on développe un projet, nous, on se dit, ouais, mais la stack technique, elle est tellement bien, c'est tellement fluide, c'est trop bien, c'est mmh, sûr que ça va marcher. Parce que là, j'ai économisé je sais pas combien de millisecondes. Là, l'UX, elle est tellement propre et tout. Sauf que du coup, on oublie beaucoup le plus important, et qui est en fait l'utilisateur. C'est qu'au final, tu développes un produit bah, que tu n'as pas forcément euh, introduit à tes utilisateurs. Et du coup, tu es en train de développer un truc, tu sais pas si ça leur correspond. Mais de l'autre côté, toi, tu es en mode, tu as ce côté-là où si tu commences à appeler les gens, tu sors de ta zone de confort. Tu sors de ta zone de exactement, confort ouais. parce que toi, en tant que dev, t'as pas l'habitude d'aller chercher les gens. C'est pas un truc, la plupart du temps, on va pas se mentir, quand t'es dev, c'est plutôt les gens qui vont venir te chercher, c'est plutôt les gens qui vont venir t'appeler et tout. Et du coup, toi, t'es dans ta petite zone de confort où t'es en mode, ah, j'ai pas trop envie d'appeler les gens, tu vois. Et pour avoir Mmh, monté des projets avec différents associés, c'est vrai que avoir un associé qui est capable de vendre, qui est capable d'appeler, d'aller chercher les personnes, d'aller chercher les utilisateurs, de vendre ton produit, etc. C'est ce qui fait vraiment la différence au début. Parce qu'au début, tu n'as pas besoin d'une stack technique hyper poussée, machin et tout. Tu as surtout besoin c'est d'utilisateurs. clair, Tu as besoin d'aller les chercher. Et ce que je clair. trouve, ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, toi, bah, tu as été mis dans le grand bain dès le début. En fait, c'est limite, on est arrivé, on t'a dit, bon, bah, voilà, ça c'est ton poste, tac, 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 là c'était data. Et en fait, ce qui Mmh, est, je trouve, compliqué, c'est qu'en plus, vous attaquez à un marché qui est les devs, c'est pas facile, tu vois, de leur parler, etc. Il y en a vraiment, ils se prennent pour je ne sais pas qui, etc. Donc c'est un peu compliqué des fois de leur parler. ça peut arriver, ça Et, peut et arriver. surtout sur la période 2020-2021 où enfin, nous, on voyait des salaires qui explosaient les normes, etc. Ça pétait de partout et du coup, tu étais en mode, bon, bah, Mmh, moins de tel montant, ça sert à même pas que tu me parles, m'appelle même pas et tout, tu vois. Et ce qui est très dur, je trouve, c'est tu vois, quand t'appelles, déjà les gens, je trouve qu'aujourd'hui, ils ont de moins en moins de patience quand tu les appelles, tu vois. Quand tu les appelles, mmh mh. il faut que tu arrives à établir un lien rapide. Il faut que tu arrives à les Ouais. catcher très rapidement, etc. Et ça, c'est pas un truc qui s'invente, tu vois. C'est un truc qui se bosse, qui se bosse en Mmh, faisant, je sais pas, t'as dû faire des centaines et des centaines d'appels. Et en vrai, tu vois, je trouve que ce qui est trop bien, c'est que
C'est aussi un peu ce qui va dans le sens des expériences en startup. C'est pour moi qui tout double. C'est soit tu te fais bouffer parce que tu as trop de trucs à faire, parce que les startups, c'est très demandant, tu vois, surtout au début. Early stage, on va te demander de faire plein de trucs. Mais Mhm. le bon côté, c'est que si t'es quelqu'un qui a la dalle et t'as envie de progresser, machin, c'est trop bien. Parce que oui, tu vas beaucoup Ouais. bosser, mais tu vas énormément apprendre. Et j'imagine que toi, en fait, l'expérience euh, que t'as acquérie dans que t'as acquis pardon dans cette startup là, bah, ça t'a énormément servi sur tes expériences enfin qui ont suivi tes différents projets, etc. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il y a plein de choses à dire sur ce que tu viens de dire. J'ai envie de rebondir sur plein de choses. Vas-y, je t'en prie, hein. Déjà, effectivement, startup, t'apprends en fait tout le temps parce que pour l'anecdote, cette boîte dans laquelle je suis rentré, le temps du process de recrutement qui était quand même très rapide, la seule période qui était un peu longue, c'était de quitter le taf précédent pour rebondir sur l'autre, donc ça prend quelques semaines. Mhm. Et il m'avait dit, bah, tiens, on t'a fait une ressource un peu avec les bases de c'est quoi le développement, les langages de programmation, etc. Mais comme c'est déjà quelque chose qui me branchait, je me suis retrouvé à apprendre à communiquer avec des profils tech. C'est-à-dire que tu me mets sur un environnement de développement, tu me mets sur IDE par exemple, je ne sais pas trop faire. Je peux plus ou moins te dire si c'est bien dev, etc., que c'est propre, le code est propre, mais je suis incapable de le faire. Mais par contre, quand tu arrives à briser la glace rapidement, comme tu l'as dit, avec un profil tech qui se dit, OK, c'est pas un chasseur de tête qui va essayer de me placer à tout prix dans une boîte et ça va être un peu pourri, etc. Là, tu as un avantage concurrentiel qui était énorme. Donc, si tu es prêt à apprendre vite pour avoir ces petites choses qui vont te différencier, derrière, tu es meilleur que les autres. Il y a pas, c'est vraiment comme ça que ça marche en startup. Euh, et après, je voulais rebondir sur deux autres choses où tu disais que c'est important d'avoir cet aspect de les devs et tout le monde, enfin, en particulier les devs, mais moi aussi je l'ai été, c'est que tu veux faire un produit qui est parfait avant de le lancer. Et ce qui se passe, c'est que bah, si personne n'en a besoin, en fait, tu as passé du temps à développer quelque chose qui servira à rien et à personne, qui sera demandé par personne. Euh, donc, le fait d'apprendre à décrocher le téléphone, à appeler des inconnus, leur poser des questions, essayer de presque avoir une séduction, parce qu'il faut qu'ils t'aiment bien, il faut que tu arrives à comprendre aussi plein de leviers de la psychologie humaine, des biais de réciprocité, c'est-à-dire que de manière assez insidieuse, presque cachée, tu vas lui dire, bah écoute, si tu fais ça, moi je fais ça, et en fait on va être gagnants tous les deux. C'est plein de techniques un peu de persuasion qui restent dans la famille du commercial, qui sont hyper importantes à maîtriser. Euh, Apprendre à décrocher le téléphone et à appeler des gens et potentiellement leur vendre des choses parce qu'elles ont vraiment ce besoin-là qui est déclaré, euh, c'est quelque chose qui te permettra de toujours avoir du boulot dans ta vie. Que tu sois commercial, que tu sois dev et que tu veuilles lancer des choses. Et pour conclure, les profils dev, tech, innovation, etc., qui sont capables de vraiment mettre les mains dans le code, et qui ont une appétence pour le marketing, voire le sales, pour moi, c'est les gens les plus dangereux au monde. Ceux qui sont capables, qui n'ont pas de limite, en fait, qui Ouais. a vraiment que des barrières à casser. C'est même pas les passer, c'est vraiment les casser. C'est-à-dire que derrière, bah, après, les gens, ils peuvent les suivre parce qu'ils ont ouvert quelque chose. Là où, à l'inverse, plutôt dans mon exemple, un profil sales qui peut parler tech avec quelqu'un, qui peut faire du web design, dev des apps en no-code, etc., de la web app. Il y a quand même une limite. Il y aura toujours une limite technique. Après, là, on rentre dans un débat du code, du no-code, etc. Mais à l'inverse, les profils tech, et s'il y en a qui écoutent et j'en connais, s'ils veulent vraiment, de, vraiment avoir un truc qui sera game changer pour les projets entrepreneuriaux qu'ils ont, c'est absolument pas de faire le meilleur produit qu'ils sont capables de faire. C'est d'aller voir les gens et de leur dire de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui est problématique, ok, je peux le régler, pour combien tu es prêt à payer. Et en fait, tu n'as même pas encore développé quoi que ce soit, que tu sais déjà un peu vers quoi est-ce qu'il faut que tu t'orientes, vers quoi est-ce qu'il faut que tu mettes tes ressources. Dans ta tête, si tout se passe bien, bah, tu vas dire, OK, bah, je pense qu'à arriver à tel niveau, il faudrait quand même que j'aille déjà confronter mon produit au public.
que je les laisse s'en servir, comment est-ce qu'ils s'en servent, et cetera. Parce qu'entre ce que tu as pensé et l'utilisateur, ce qu'il va en faire, il se passe toujours 50 000 scénarios. Donc effectivement, le meilleur conseil qu'on peut donner aux devs qui sont à leur compte et qui veulent, vraiment lancer quelque chose, c'est, c'est de sortir du bâtiment comme disent les Américains. Il faut sortir du bâtiment, il faut aller voir les gens et de développer ce que tu sais faire, et si ça correspond à ce qu'ils t'ont demandé, ça fait de la magie automatiquement. C'est ça, exactement, exactement. Ouais, c'est un peu. Enfin, en vrai, j'ai l'impression que c'est tous ceux qui ont déjà monté des projets, etc. Forcément, tu fais ces erreurs-là. Tu fais l'erreur de monter des trucs sans parler à tes utilisateurs. Tu te rends compte après que tu as perdu énormément de temps, etc. Tu as potentiellement investi de Mmh. l'argent et tout. Et en vrai, ce conseil-là, c'est le conseil que toutes les personnes qui ont déjà monté des projets, développé des trucs et tout donnent, tu vois. Parce qu'en fait, Oui. c'est là où. En fait, c'est l'erreur que tout le monde fait. En vrai, c'est l'erreur que tout le monde fait. Tu vois, c'est t'investis du temps, t'investis de l'argent, tu penses savoir ce que tes utilisateurs veulent, etc. Et au final, bah, tu te retrouves avec un produit, certes, qui est bien, qui est cool, qui est rapide, mais de l'autre côté, bah, t'as personne pour l'utiliser. Et du coup, t'as un peu ce côté-là où, oui, t'as développé plein de projets, mais chaque projet a zéro utilisateur et il te génère 0 € Mmh. par mois. Donc, au final, enfin, voilà quoi. Au final, c'est pas ouf. Ouais, Euh, s'il y a des gens qui veulent aller chercher des ressources, le Y Combinator, qui est le plus gros incubateur du monde, qui est à San Francisco, ils ont une chaîne YouTube, et les 2 personnes, qui sont un peu en charge de la gestion des startups. Hem, je vais manger leur nom, mais il y en a un des 2, c'est le gars qui a cofondé Twitch, anciennement Justin TV. ouais. Et en fait, juste, ils font du talk comme ça, ils vous disent: «Bah, voilà, on va regarder ça, 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 ça», et ils s'adressent à tous les entrepreneurs, mais particulièrement au profil tech. Donc si vous êtes dans ce cas-là, franchement, foncez sur la chaîne et sur leur site, le forum, et cetera, parce que c'est une mine d'or. Ouais, je suis d'accord. C'est marrant que tu parles de ça. Et je crois que c'était il y a un moment, mais du coup, ouais, Justin Khan, donc celui qui a cofondé Twitch, il a aussi sa chaîne YouTube perso où justement Oui. il parlait. Alors moi je regardais les vidéos un peu au début. Et au début, c'était hyper intéressant parce que chaque vidéo, c'était un fragment de son XP en tant que cofondateur, un truc qu'il a rencontré, comment est-ce qu'ils ont vendu Twitch à Amazon, comment est-ce qu'ils ont Mmh. transformé Justin TV en Twitch, enfin tout ce truc-là, etc. En fait, il a séparé en plein de petites vidéos. Et il y avait un autre truc qui était hyper intéressant sur sa chaîne YouTube, c'était quand il faisait des roasts de pitch deck. Et ça, j'aimais beaucoup. Mmh. J'aimais beaucoup parce que les pitch decks, t'en avais, c'était vraiment des trucs hyper solides, tu vois. Mais il était là en mode, non, ça passera pas, ça, il faut que tu fasses ça comme ça, etc. Tu vois. Et du coup, moi, je suis très. J'aime beaucoup pardon, les chaînes YouTube comme ça où c'est que de la valeur, en fait, tu vois. C'est genre vraiment, tu te poses, t'écoutes et t'apprends tout le temps des trucs. Du coup, ouais, non, du coup, ouais, oui, Vibe Combinator, hyper intéressant. Enfin, c'est un peu la référence Mmh. quand tu veux monter une startup et que tu sais pas trop où aller. Ils ont plein de guides aussi qui sont hyper cool pour vous aiguiller un peu sur les trucs. Après, moi, je suis aussi beaucoup de l'école où euh, je lis des trucs, tu vois, je lis des articles, des bouquins, machin. Enfin, non, j'abuse, je lis pas de bouquins, mais je lis que des articles, je regarde des vidéos, etc. Mais Ouais. j'ai ce côté-là où, tu vois, même si t'as genre 10 personnes qui me disent, qui sont hyper expérimentées, qui me disent, ouais, il faut faire ça comme ça, et pas le faire comme ça, tu vois, j'ai j'ai quand même envie de tester j'ai quand même envie de tester par moi-même et de me casser la gueule moi-même, tu vois, parce que je sais pas, je suis en mode ouais, mais je veux voir, tu vois. Et après je me dis ouais, bon, ok, ils avaient raison, c'est vrai qu'il faut pas le faire comme ça, mais je trouve que c'est aussi en te cassant la gueule aussi que t'apprends énormément quoi sur toi-même et sur la façon dont tu montes tes projets. C'est pour ça que tu vois chaque projet qui échoue, au final, moi, je vois jamais ça comme des échecs parce que chaque projet qui a pas marché, au final, moi, j'ai appris énormément de trucs sur chaque projet, tu vois. Et en fait, chaque nouveau projet est meilleur que le précédent. Et je me dis qu'il y a un moment où
ça, il y a un truc qui va marcher, tu vois, et je vais sentir le bail et je vais pouvoir développer le truc, développer le truc d'une certaine manière, quoi. Mais ouais, en tout cas, ouais, euh, hyper intéressant, et les ressources que tu donnes, ouais, c'est des trucs que je conseille aussi beaucoup. Donc, Pour extrêmement ceux d'accord qui ont là-dessus. du mal avec l'anglais, en France, il y a Éric Larchevêque Ouais, qui depuis 1 an, je pense, il fait vraiment il apporte énormément de valeur dans ses vidéos. Franchement, ouais, il fait du roast de pitch deck aussi d'ailleurs, ou de pitch tout court, et il en fait même en live sur Instagram. ouais, Pour ouais. dire à quel point il investit là-dedans. Donc, si vous voulez un peu des ressources similaires en français, Éric Larchevêque. Ouais. C'est vrai que, ouais, moi, je me rappelle, je crois que c'était il y a 1 an, où il faisait, ouais, le roast en live sur Insta. Et avec Morand, tu vois, Mhm. à l'époque, on avait un projet qui était axé sur la nutrition sportive et tout. Et on s'était Ouais, chauffé un peu, tu vois. On s'était dit, ouais, Morand, parce que Morand, c'était le CEO, tu vois. C'était ouais. en gros le sales, machin. Et du coup, j'étais en mode, frérot, tu veux pas, tu participes à son truc, tu pitches et tout. Au final, ça s'est pas fait parce qu'on avait aussi un peu chaud, tu vois, parce que notre projet était un peu bancal, on savait pas trop où on allait, on n'était pas encore fixé, on n'avait pas notre vision, machin. Mais c'est vrai que oui, Eric Larchevêque, et en plus, il a fait plein de. Je crois qu'il a fait une masterclass qui est complètement gratuite. Mhm. Et en fait, c'est un peu Bah les ouais. bases. C'est un peu ce qu'on raconte là, mais c'est plus détaillé et ça vient d'une personne qui a beaucoup plus d'expérience que nous. Et du coup, il pose un peu plus les bases et la direction dans laquelle vous devez aller. Après, bien sûr, c'est pour les personnes qui veulent monter une startup, quoi. Tu vois, parce qu'il y a monter une startup, Oui, il y a aussi les personnes qui veulent juste oui, monter oui. un petit SaaS qui va générer des revenus supplémentaires. Enfin voilà, t'as plein de types de projets que tu peux faire, mais pour ceux qui veulent monter vraiment des SaaS, Ouais. etc., effectivement, Eric Larchevêque. Il y a aussi le truc de. Alors, même maintenant, même s'il est. C'est un sujet assez clivant, mais Oussama Hamar à l'époque de The Family, si vous allez voir la chaîne YouTube The Family, les premières vidéos, il dit pas n'importe quoi. C'est vraiment des trucs que tout le monde répète et que vous allez pouvoir retrouver chez même Eric Larchevêque et tout. C'est des trucs assez classiques que tout le monde connaît. Et il y a aussi des conférences de personnes qui ont monté des belles startups et qui, pareil, partagent leur Mhm. expérience et tout. Euh, du coup, c'est full. Enfin, maintenant, je crois qu'ils font des trucs aussi en anglais depuis un moment. Mais en tout cas, au début, c'était beaucoup de français. Donc voilà, ouais. Si vous avez du mal avec l'anglais, mais mon conseil étant, apprenez l'anglais. Comme ça, vous allez avoir accès à beaucoup plus de ressources et vous allez pouvoir avoir Tellement. des connexions beaucoup plus intéressantes avec le startup game. Euh, ok, ok, très clair. Ça me fait rire que tu parles. Si d'ailleurs, juste si tu lis pas de livre, du coup, Éric Larchevêque, Entreprendre pour être libre, qui est sorti il y a pas longtemps, très très Ouais, bien. Si tu veux ok, si tu veux le faire, il se lit très bien. C'est un peu une biographie entrepreneuriale. Il parle pas de ok. sa vie privée, etc. Et c'est vraiment hyper intéressant. Il a hyper bien écrit. Et ouais, Oussama Hamar, l'époque de coup d'État et 2013 sur The Family, c'était vraiment des leaders en Europe. Aujourd'hui, ils sont dans des histoires un peu Un peu plus plus. conflits d'associés. Voilà, Ouais, il y a énormément de boîtes, c'est conflits d'associés, donc c'est comme ça. C'est à partir du moment où il y a des humains, c'est le cas. Mais ça me fait sourire parce que j'ai bossé pour Oussama Hamar. Donc, ok, c'est ça que ça me fait côté commercial. Donc, quand ok, je vous disais, si vous êtes capable de prendre un téléphone et de bien vous entendre avec des inconnus au téléphone, vous aurez souvent du boulot, quoi. ok. Ouais, non, mais c'est vrai que. Ouais, c'est vrai que coup d'État, etc. Franchement, en vrai, tout ce qui est startup et tout, aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources que vous pouvez trouver Ok. assez facilement. Euh, ok, du coup, alors là, on va parler un peu de, du coup, évidemment de startup. En parlant de startup, on va parler un peu de tes projets que tu as, que t'as en ce moment. Alors, si je me trompe pas, tu as deux projets, enfin, tu as deux, on va appeler ça deux boîtes. Parce que Mhm. projet, je pense que projet, enfin, enfin, j'ai parlé de Beacon Studio et de PitchMe.tv. Je trouve que c'est des trucs Ouais. assez avancés, que t'es pas forcément encore au stade de projet, t'es plus enfin, t'as entre eux, j'imagine, le stade de projet et de boîte, quoi.
C'est ça, Du c'est coup, tu ça. as ces deux trucs-là. Est-ce que tu peux d'abord nous parler un peu assez rapidement, ou pas, comme tu veux, de Beacon Studio? Qu'est-ce que c'est? Pour qui? Comment? Ouais. Beacon Studio, c'est un studio de développement de solutions digitales sur mesure. Donc, on fait du web design, donc des sites web, ou des web apps pour des boîtes qui ont besoin vraiment des besoins techniques et dev qui ne retrouvent pas sur le marché ou pas au bon prix ou qui n'ont pas les automatisations nécessaires. Et donc, c'est avec mon associé Enzo, qui lui est un profil tech, moi qui suis plus partie commercialisation, marketing et tout ce qui est un peu no-code. Donc, quand on parle d'automatisation, moi je vais venir automatiser des tâches un peu redondantes de nos clients pour que ce soit beaucoup plus rapide, qu'ils n'aient pas besoin de se répéter, qu'il y ait moins d'erreurs et que ce soit plus fluide, quoi. Ok, ok. Et du coup, là, tu mentionnes ton associé Enzo. Euh, moi, comment est-ce que tu l'as parce que, comme tu as dit, toi, t'es pas un profil tech. Comment est-ce que tu... Parce que je Mhm. trouve que ça peut être aussi un côté assez intéressant pour les gens qui souhaitent trouver un associé, parce que c'est toujours quelque chose de compliqué en vrai. Parce qu'un associé, en vrai, bah, c'est un partenaire quasi pour Ouais, la vie, quoi. Donc, comment est-ce que toi, tu l'as exactement. rencontré? Est-ce que déjà, par le passé, tu as eu peut-être des expériences qui se sont mal passées avec des associés? Est-ce que tu as des conseils à donner sur comment trouver son associé avec qui tu peux monter n'importe quel projet, quoi, entre guillemets? Ouais. Alors, moi, Enzo, c'est le premier associé que j'ai, peut-être le dernier. Mais moi, j'ai toujours été solopreneur, même solitaire-preneur, j'ai toujours tout fait tout seul. Et ça m'allait bien, mais en fait, tu arrives à certaines limites, surtout quand au bout d'un moment, tu es toujours tout seul. Psychologiquement, déjà, c'est compliqué. Et puis, t'as pas de support, en fait, tu es tout seul. Donc, c'est vraiment une partie psychologie humaine qui fait que quand tu es tout seul trop longtemps, ça peut être compliqué. Ou en tout cas, tu n'iras pas, c'est comme un peu l'adage un peu bateau, mais où on dit tout seul, tu vas vite, mais tu es à plusieurs, tu vas beaucoup plus loin. Donc, c'est surtout là-dessus. Après, Enzo, et pour répondre à ta question sur la partie associée, franchement, c'est comme quand tu rencontres ton copain ou ta copine. Au début, c'est des coups de fil. Après, ça bosse une fois ensemble, une demi-journée ou autre, à droite à gauche, pour voir un peu vraiment en physique. Après, tu vas manger des bouts ensemble, etc. C'est vraiment une relation humaine, hein, en fait. Ouais, Et après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on y est vraiment allé crescendo. En fait, la prestation de service pour nous, parce que Beacon Studio, c'est du développement de site web de base, c'est beaucoup moins engageant qu'une startup. Là, si on part sur la partie Pitch Me, où je suis tout seul encore aujourd'hui, ok. les parties startup, c'est quand même autre chose. C'est beaucoup plus d'investissement. Ça comporte les risques qui sont associés au développement d'une startup. Là, on va parler d'avancer des fonds, etc. Peut-être qu'on pourra en reparler après derrière sur Mm. comment trouver un peu ces premiers fonds pour ce qu'on appellerait presque des levées de fonds, des subventions. Mais moi, je vous conseille de faire comme si vous aviez quelqu'un qui a aucune raison d'être dans votre vie, mais qui, pour une raison ou une autre, va rentrer dedans, comme peut-être votre compagnon ou votre compagne, et d'apprendre à se connaître, de discuter, de se dire, bon, bah, toi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi un peu les trucs qui t'ont vraiment pas plu dans le passé, etc. Et si le fit humain se fait, tant mieux. Et idéalement, si la complémentarité se fait, que moi j'ai pu observer aussi beaucoup de double profil sales, double profil dev, etc. C'est très compliqué. Et les pires, alors les pires parce que les pires dans un sens pas méchant, mais les pires après c'est les profils ingé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les devs qui sont qui vont crafter des choses, il y a les sales qui vont vendre des choses, et au milieu il y a les ingés qui vont être très tournés produits, il faut que ce soit parfait, il faut qu'on anticipe des centaines de questions qu'on pourrait avoir avec des potentiels clients qu'on n'a même pas encore signés pour répondre à ça dans une FAQ. Il faut qu'on processise des années de schémas, etc. Et en fait, ils vont jamais rendre leur startup sexy, ils vont jamais la mettre devant des clients. Enfin, voilà, il y a un risque de tuer le bébé dans l'œuf pour les profils ingénieurs. Et pourtant, c'est les profils ingé qui ont monté les plus grosses boîtes parce qu'ils ont réussi à justement aller chercher une complémentarité chez des associés. Ok, ok, ouais, c'est vrai que
Euh, c'est vrai que ouais, trouver son associé, bah en fait c'est surtout, tu vois, d'un côté t'as, en tout cas moi c'est ce que je vois, c'est que j'ai des amis dev, etc. Tu vois, qui sont très bons, qui ont un peu ce côté entrepreneur. Ils aiment bien, comme tu as dit, craft des choses. Je pense que déjà un dev de base, c'est un mec qui va tout le temps avoir, un mec ou une meuf qui va avoir tout le temps des side projects, tu vois. Il va tout le temps faire des trucs à Mhm. côté, etc. C'est le genre de personne qui, pour un petit truc, tu vois, qu'il aurait pu faire en 5 minutes, bah, il préfère développer toute une app pour automatiser le truc et il va passer une semaine dessus et du coup, enfin bref, mais Ouais. c'est son kiff, tu vois. Euh, et il y a ce côté-là où voilà, il va crafter des trucs, mais il n'arrive pas à les vendre. Et de l'autre côté, bah, t'as les sales. Et là où je trouve que c'est compliqué, c'est que autant juger le niveau d'un tech, je trouve pas ça très compliqué. Parce que tu peux voir un peu ce qu'il a fait, etc., quel type d'appli, machin. Même si tu t'y connais pas trop en tech, tu peux voir à peu près, ok, ce qu'il a fait, parce que souvent, il va développer des side projects et tout. Mais autant jauger un sales, moi personnellement, je trouve ça très dur. À part si la personne a fait des expés avant dans des grosses boîtes hyper connues, etc. Ouais. Mais tu vois, genre aujourd'hui, si tu as un sales qui vient et qui me dit, bah écoute, j'aimerais bien qu'on s'associe sur tel projet, etc. Et je suis en mode, ouais, mais du coup, comment est-ce que je peux savoir ce que tu peux apporter, tu vois. Et je trouve que Mhm. c'est un peu compliqué de trouver un bon sales, mais après une fois que, mais après c'est pareil, tu vois, il faut que tu essayes en fait, faut que tu parles, faut que tu discutes, Ouais. faut que Oui, testes sur des petits il faut trucs, tu vraiment que vois. ce soit une rencontre. Ouais, c'est ça. Il faut que ce soit une rencontre. Et après, si vraiment demain, tu as besoin un peu de comment dire, d'évaluer un sales, comme tu dis, en général, il y a son track record. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il a vendu, combien de temps, pour quel chiffre d'affaires, etc. Quand tu es early dans ton projet, c'est un peu compliqué de demander aux gens, bon, bah, combien tu as fait, c'est quoi un peu ton palmarès, etc. Et en plus, il y a des sales qui sont géniaux et qui n'ont pas encore de track record, qui sont en train de se faire, soit parce qu'ils sont jeunes, soit parce qu'ils viennent de faire une reconversion pro, etc. Ce qui peut remplacer la partie track record, c'est tout ce qui est un peu fit humain. Les bons sales, ils sont vraiment capables d'être potes avec n'importe qui et ça s'adosse souvent à ce que moi j'appelle de la culture G. La culture G, c'est que tu mets un sales dans une pièce, il faut que ça fit avec n'importe qui dans la pièce. Il faut qu'il discute avec un homme, une femme, un dev, un ingé, un autre sales, mais il faut pas que ça joue au coq. Il faut vraiment qu'il soit capable de parler avec n'importe qui, il faut qu'il soit capable d'attirer l'attention d'un CEO. Ça, c'est pour moi, c'est les meilleurs sales. Tu peux les mettre dans n'importe quelle conversation. Et si tu les coupes pas, bah, ça va devenir tes potes. Et en fait, tu t'es fait avoir. Donc, regarde son track record. Sinon, regarde le fit humain qu'il est capable d'avoir. Essaye de le rencontrer dans des schémas où vous allez pouvoir discuter d'autres choses que la raison pour laquelle vous vous voyez. Et, euh, et après, bah, je pense que c'est sa résilience. Qu'est-ce qu'il fait quand il se prend 30 calls ou bah, il se fait envoyer bouler pendant 30 fois? Est-ce qu'il a de l'ego, etc. Est-ce qu'il est capable de laisser son ego à l'entrée du bâtiment le matin quand il vient bosser, etc. C'est des choses comme ça. Comment est-ce qu'il réagit quand il est en difficulté? Comment il réagit quand il surperforme? Euh, pour moi, les meilleurs sales, c'est les gens qui vont être capables de savoir comment répéter les mêmes journées tous les jours et qui vont faire en sorte de maîtriser ce qu'il faut pour que leur journée elle se passe bien. Et que du coup, ils répètent des journées qui se passent bien tous les jours. Bon, bah, après, il y a des effets de marché qui font que des fois, c'est un peu plus compliqué ou beaucoup plus facile. Mais regarde un peu toutes ces choses-là, son track record, le fit humain, la culture G et sa résilience. Qu'est-ce qui fait quand ça se passe bien, quand ça se passe mal, quand il se passe rien aussi. Des fois, il y a des moments où il se passe rien. Il faut être acteur un peu de sa réussite dans la partie sales et commercialisation, relations clients. Il faut vraiment qu'il soit aussi intéressé à bah, beaucoup de la psychologie humaine, etc. Donc les vrais bons sales, c'est des gens qui sont capables de faire carrière dans des boîtes ou au niveau entrepreneurial très 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 fort quoi, sur le long terme. Ok, ok. Bah en vrai, c'est top ce que tu viens de dire parce que je pense que ça a aidé
pas mal de devs justement qui n'y connaissent pas grand-chose sur le sales et du coup, ouais, déjà là, ils partent un peu avec des critères Mhm. qui peuvent jauger. Euh, du coup, tu en parlais assez rapidement tout à l'heure, mais tu as aussi du coup pitchme.tv. Oui, Donc, comme j'ai dit en intro, tu vois, moi je regarde quasiment tous les épisodes de qui va être mon associé. Euh, et ouais, et du coup, en fait, le côté où tu digitalises ce concept-là, tu vois, de mhm. pitcher devant des personnes et d'avoir des retours, surtout des feedbacks, etc. Parce que les feedbacks, c'est vraiment. Il n'y a pas de prix à mettre sur des feedbacks, sur des projets, tu vois. Euh, Ouais, est-ce que clair. tu peux en parler un peu plus de Bien sûr, pitchme.tv? Qu'est-ce bien que sûr. c'est? Comment est-ce que c'est né Ouais. aussi? Oui, oui, oui. PitchMe, en fait, c'est né de ces moments de solitude que tu as quand tu viens d'avoir une idée que tu juges super bonne. Tu te dis, ça, ce serait vraiment bien s'ils le faisaient. Ceux qui ont une fibre entrepreneuriale, ils sont quand même meilleurs que les autres pour être rationnels et rationaliser des idées. Et donc, bah, souvent, tu regardes des boîtes et tu dis, bon, bah, en fait, ça, c'est juste ça, en fait. C'est juste, donc, tu te casses un peu des mythes et tu te retrouves souvent à avoir des idées, en fait, en ayant ces réflexions-là. Et je me suis dit, mais ce serait top s'il y avait un endroit où, en fait, bah, tu viens pitcher ton idée et tu le confrontes à des personnes qui peuvent te faire des feedbacks pertinents, qui viendront construire un peu l'histoire que tu essayes d'avoir. À la base, je voulais que le produit soit ultra tech. Je voulais développer un layer, donc une couche qui s'interfaçait avec un player vidéo pour que les gens ils viennent interagir sur ton pitch en live, etc., que tu pouvais record avec ton téléphone ou ton ordinateur avec ton pitch deck qui passait. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, si je commence à partir dans le dev de ça, ça va prendre des années. Ouais. Donc je me suis dit, OK, on va descendre un peu. Et je me suis dit, OK, bon, là, déjà, il faut que je teste est-ce que les gens sont capables de parler de leur projet? Si oui, bien. Est-ce qu'ils savent le faire de manière moyenne? Est-ce que s'ils le font, ils le font de telle façon? Et est-ce que je suis capable d'attirer des gens qui sont intéressés pour se dire, OK, donc là, il y a des projets, il y a des gens qui sont ouverts à avoir des feedbacks, je vais leur faire avec grand plaisir. Est-ce que ça me prend du temps? Est-ce que je vais être payé, etc. Et là, tu rentres dans ce que j'appelle vraiment le développement. C'est en gros, bah, il y a de l'humain dedans. C'est ce qu'on appelle une marketplace multifacette en français, c'est-à-dire que tu as plusieurs audiences qui doivent se réunir pour que ça fitte. Ouais. Si tu poses un projet et que tu n'as pas de professionnels derrière qui te font feedback, bon, ben, tu as un peu mis un coup d'épée dans l'eau. Si tu as des professionnels qui viennent et qui voient que bah, les projets, c'est toujours les mêmes, ils ne sont pas notifiés qu'il y a des nouveaux projets dans leur secteur d'activité, bah, c'est pareil, ils ne reviendront pas. Donc voilà un peu comment c'est né. Je me suis dit, bon, on va faire une plateforme qui va permettre aux porteurs de projets de challenger leurs idées depuis n'importe où, n'importe quand. Il n'y a plus cette limite d'être dans un incubateur qui souvent se déroule en physique. Donc les incubateurs, c'est des espaces dans lesquels les startups se réunissent avec des personnes qui vont gérer l'incubateur, qui vont te mettre en relation avec d'autres professionnels, qui vont te donner un peu des roadmaps assez standardisés pour éviter que tu oublies des étapes cruciales. Donc ça, il faut que tu sois là à un instant T, géographiquement, ou alors il faut que tu ailles dans des discussions de networking le soir à des events, etc. Ou alors il faut que tu payes comment on appelle ça, c'est pas des licences, c'est pas comme au sport, mais tu es obligé de payer si tu veux rentrer dans des réseaux de professionnels, etc. Toi, tu es au début de ton idée, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc l'idée, c'est de pouvoir confronter ton idée au feedback de professionnels et investisseurs. Et donc sur PitchMe, en tant que porteur de projet, tu peux venir créer ton compte, déposer ton projet. Soit tu le fais de manière textuelle parce que tu en es là pour l'instant, soit tu viens plugger ton pitch deck dessus. Donc un pitch deck, c'est plus ou moins 10 slides qui viennent retracer pourquoi ton projet existe, ce que tu veux faire, à quel problème tu t'adresses, quelle équipe se cache derrière. Voilà, tu peux mettre plein d'infos sur ton marché, sur ta tarification si tu es déjà là, etc. Et en fait, tu vas venir sélectionner, par exemple, dire, bah voilà, moi, c'est un SaaS qui fait de l'IA. Et donc, bah, tous les professionnels qui se sont inscrits avec au moins SaaS ou au moins IA, ça va venir choper cette catégorie-là et leur envoyer un mail, leur dire, regardez, il y a un nouveau projet qui vient d'arriver dans SaaS et IA. Et déjà, eux, ça va aller leur demander un feedback. Donc après, toi, tu peux t'être enregistré en disant, bah, moi, je veux un feedback sur, justement, je cherche un associé. Donc, comme ça, quand les gens arrivent dessus, ils disent, OK, donc ce projet-là, il cherche un associé, peut-être que ça va me faire penser à quelqu'un. Il y en a d'autres
souvent les profils plus tech, justement, ils vont chercher, à éclaircir un peu, enfin, en tout cas, à clarifier, leurs cibles, leurs audiences, leur marketing, leurs propositions de valeur. C'est-à-dire qu'ils ont un bon produit, ils ont une bonne idée, ils sont incapables de la marketer, de la rendre sexy. Tu as des sales qui, eux, vont plus aller chercher, sur la partie tech, avoir des challenges. Est-ce que la stack technique que j'ai introduite, c'est la bonne? Est-ce qu'elle peut scaler? C'est-à-dire que demain, si j'ai 10 utilisateurs et que je sais pas, ça cartonne, j'en ai 1000, bah, à quel moment il va falloir que je bascule d'un côté à un autre, et cetera. Mmh. C'est un peu toutes ces choses-là et après surtout, c'est de te faire challenger l'idée en elle-même. C'est-à-dire, si ton idée, c'est de faire, la 50e plateforme Airbnb, OK, why not? Mais sur quoi tu te différencies, et cetera. Donc, c'est génial. S'il y en a qui aiment découvrir des projets et qui je pense que tout le monde est capable d'apporter un feedback pertinent. Il y a pas de feedback, qui sont un peu achetés parce que si vous le faites avec bienveillance, ça donnera toujours du bon. C'est vraiment cet endroit-là, je l'ai conçu pour ces fonctions-là. OK, OK, OK. En tout cas, bah, c'est hyper intéressant, je trouve. En tout cas, moi, tu vois, à titre perso, ça me parle énormément, parce que c'est vrai que, bah, souvent, en fait, le truc avec les feedbacks, alors là, tout à l'heure, je disais que j'avais pas lu le bouquin. Alors j'ai lu, parce qu'en fait, bon, je vais digresser rapidement, mais parce que j'aime pas trop les bouquins, entrepreneurs, etc., parce que j'ai l'impression qu'ils disent tous la même chose, mais avec des mots différents, tu vois. Donc c'est juste ça qui me saoule un peu, et du coup, je me réfère plus à des livres que, sur des process, tu vois. Par exemple, il y a un livre que je conseille beaucoup qui s'appelle The Mom Test. Donc en fait, Mmh. c'est comment tester ton idée, mais pas tester ton idée de manière physique, mais comment savoir si le besoin est réel chez l'utilisateur. Et en gros, ça passe par le côté où, bah en fait, tu parles pas du projet, tu vois. En fait, tu essaies de poser des questions pour voir si ce que tu as en tête résout un problème que la personne a potentiellement, tu vois. Mais si tu commences à introduire ton Ouais. projet, etc., surtout, là, je parle surtout pour ceux qui parlent beaucoup des projets à leur entourage, il y a Mmh. le risque que, en fait, votre entourage, c'est même pas il y a le risque, c'est que c'est souvent comme ça, c'est que, en fait, Ouais. c'est comme si vous pitchiez votre idée à votre maman. Votre maman, elle vous aime beaucoup, et du coup, elle va vous dire: ah, mais c'est très bien ton idée de Airbnb version 2, tu vois. C'est très bien parce que c'est Mmh. vrai que Airbnb, c'est pas top, et ça serait. Et tu vois, en fait, elle va te pousser dans cette idée-là. Et tu vois, elle va te conforter dans ce truc-là. Et du coup, toi, t'es en mode ah, bah, trop bien, j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à mes frères, j'en ai parlé à mes meilleurs potes et tout. Ils me disent tous que c'est une bonne idée de fou. Donc, bah, vas-y, go. Et en fait, bah, c'est ça le plus gros risque quand tu vas chercher les feedbacks, c'est que il faut. Alors après, moi, c'est que mon avis perso, tu vois, mais si tu vas les chercher dans ton entourage proche, il faut pas leur dire que tu es en train de développer un projet pour ça, tu vois. Parce que Mmh. si tu leur dis que tu développes un projet pour ça, il va avoir le côté où ça va les. Comment dire, il va y avoir un biais, tu vois. Et en fait, ils vont pas vouloir te casser dans ton délire. Après, t'as des potes qui vont te dire les trucs Exactement. cash, et ils vont te dire ouais, non, frérot, là, ton truc, ça part dans tous les sens, ça va pas. Mais t'en as beaucoup qui vont te dire, comme ils ont pas envie de te briser tes rêves, d'être CEO d'une grosse startup, d'une licorne, machin, ils vont dire ah ouais, non, j'avoue, c'est bien, mais c'est ton idée, elle est pas bien, en fait, tu vois. Et ça se trouve que déjà, c'est pas le type d'utilisateur à qui tu l'as demandé. Et, et moi, du coup, après, je me retrouve dans une situation où, ok, j'ai besoin de feedback, mais bah, je peux pas demander à mon entourage parce que c'est trop biaisé. Du coup, je demande à qui, tu vois. Et j'ai peu de traction sur mes réseaux. Comment est-ce que je fais? Tu vois, j'ai pas un réseau où en fait je poste un tweet et il y a 50 personnes qui vont me faire des Ouais. retours. C'est trop chiant, tu vois. Mais j'ai envie de quand même avancer sur mon produit. Et en fait, des plateformes comme ça, tu vois, où bah en vrai, tu vois, t'arrives. De ce que je comprends, c'est tu te crées un compte assez rapidement, tu Mmh. crées un projet, tu mets ton logo, tu dis ce que ça fait, etc. Tu mets tes tags et tout. Et puis après, bah, t'attends en fait d'avoir des feedbacks, tu vois. Et Ouais. je trouve que le concept est assez intéressant. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de, bah, actuellement, tu vois, comment est-ce que
Ça se passe parce que, comme tu l'as dit, toi, c'est une marketplace. Et le plus dur dans les marketplaces, c'est que tu dois parler à plusieurs audiences et que, Oui. si on prend un truc classique comme Amazon, deux audiences sont obligées d'être présentes pour que ça marche. Si on a une mais pas l'autre, c'est mort. Et c'est ça qui est vraiment complexe avec les marketplaces, c'est que tu dois prendre deux types de personas différents. Euh, J'imagine que trouver des porteurs de projet, c'est pas très compliqué. Parce que tu en as beaucoup, des gens qui veulent avoir des feedbacks, etc. Toutes les personnes qui ont des projets, etc., veulent avoir des feedbacks. Je pense que la Oui. partie où tu as potentiellement plus galéré, c'est de trouver des personnes qui sont légitimes à donner des feedbacks. Tu vois, c'est pas monsieur tout le monde, mais c'est quelqu'un qui a un peu d'expérience et qui peut te donner un feedback. Comment est-ce que ça se passe justement? Est-ce que un entrepreneur qui a, par exemple, euh, déjà monté plusieurs projets, mais qu'ils ont tous fail et il n'a pas forcément, comment dire, tu vois, monter une licorne ou je sais pas quoi, est-ce qu'il peut s'inscrire en tant que, tu vois, personne qui te donne des feedbacks? Ou est-ce que tu as un espèce de process de vérification où tu es en mode, ok, toi c'est bon, toi c'est pas bon, toi c'est bon? C'est une bonne question. Déjà, est-ce que c'est plus simple d'avoir de trouver un porteur de projet ou un professionnel qui est légitime, comme tu dis? Il y a plein de biais un peu cognitifs qui vont se passer. Mais vraiment énormément. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas soupçonné. Euh, il y a un bouquin qui s'appelle The Cold Start, qui, pour ceux qui ont des projets qui nécessitent au moins deux publics pour que la marketplace fonctionne, c'est le livre qu'il faut lire. Il n'y en a qu'un seul qui existe à ce sujet, c'est celui-là. Je crois qu'il est même gratuit en ligne, je crois. Ok. Euh, Trouver un porteur de projet, c'est hyper simple, il y en a partout. Je pourrais même dire aux incubateurs, bah, écoutez, moi j'ai une plateforme, c'est gratuit, pourquoi pas aller dessus pour vos porteurs de projet. Ce qui se passe, c'est que de un, ils ont peur qu'on leur pique leur idée. Donc en fait, ça demande un travail d'éducation parce Hmm. que quand tu regardes les grands entrepreneurs, et je vais encore citer Éric Larchevêque, il s'abîme le gosier à toujours répéter faites-vous piquer votre idée parce qu'en fait, si vous ne la faites pas piquer, vous allez faire dans votre coin et on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, vous allez développer un truc que les gens n'ont pas besoin. Donc, si vous voulez pas perdre de temps, d'argent et vos cheveux, ben, faites pas ça. Hmm. Faites-vous piquer votre idée. Quand on dit faites-vous piquer votre idée, c'est discutez-en avec des gens. Rapprochez-vous de personnes qui sont pas de votre entourage parce que j'ai été aussi dans ce cas-là où ça faisait des années que je disais à mes parents ah, t'imagines une appli qui fait ça ou t'imagines t'écris un bouquin sur ce sujet-là, etc. Et ils vont toujours hocher la tête, mais ça va vous amener nulle part. Donc trouver des porteurs de projet, il y en a plein, mais ils ont deux biais. C'est déjà j'ai peur qu'on me pique mon idée. Donc je leur reprends l'exemple de qui veut être mon associé. C'est pour ça qu'elle marche bien cette tagline-là parce que tout le monde se positionne facilement dessus. Je leur dis ben, regarde qui veut être mon associé, tu y vas pour avoir des fonds. Mais en vérité, il y a plein d'autres choses qui vont se passer. Déjà, ils vont gagner de la visibilité. Qu'ils aient des fonds ou pas à la fin, bah déjà, ils vont avoir des feedbacks. Je leur fais des disclaimers. Je leur dis, OK, c'est qui veut être mon associé en ligne et communautaire. Mais avant de devenir ton associé, Éric Larchevêque ou Jean-Pierre Nadir ou autre, ils vont d'abord te donner des feedbacks. Donc, il y a aussi ce biais-là de te dire, bah, en fait, fais-toi piquer ton idée, parce que les gens vont te dire clairement ce qu'ils en pensent, et ça va te permettre de pivoter. Moi, c'est un des premiers pivots que j'ai fait où on m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas voir les incubateurs étudiants entrepreneurs? Il y a des écoles en France qui font ça, et qui sont peut-être plus facilement ouverts à t'amener du trafic et des utilisateurs et t'amener un peu d'activité sur la plateforme. Donc, c'est quelque chose que je suis en train de faire. Et après, donc le premier biais, c'est on va me piquer mon idée. Et le deuxième, c'est bah oui, mais c'est qui est-ce qui me donne des feedbacks? Et donc là, j'ai un projet de POC. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra en reparler parce que ça inclut de la vidéo, du live, etc. Donc un POC, c'est un proof of concept. C'est une étape que tu vas réaliser. Enfin, c'est des étapes, idéalement, une seule, c'est pas suffisant, qui vont te permettre de dire, OK, bah, j'ai un peu fait des essais scientifiques, presque, ça s'apparente à ça, qui disent, bah voilà, on a fait ça à tel instant avec telle personne, on a eu X résultats, et on l'a fait une deuxième fois, mais on a eu Y résultats. Et donc, à force de le répéter, ça va un peu vous donner des tendances, et l'époque, ça va vous permettre de dire, bon, bah, j'ai un peu un dossier qui est déjà tout prêt et qui dit, bon, bah, ma plateforme, elle fonctionne. Et quand les gens ils me disent qui est-ce qui va me donner des feedbacks, je leur dis, bah, est-ce que tu préfères avoir un bon feedback d'un gars qui est complètement anonyme
ou tu préfères avoir un feedback complètement insipide, un truc auquel tu avais déjà réfléchi des mois avant et qui pour toi te concerne pas du tout parce que tu es plus avancé que ton interlocuteur. Par contre, le mec, bah, je sais pas, il a lancé une licorne, il passe à la télé, etc. Lequel des deux feedbacks est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères celui qui te fait avancer ou est-ce celui qui te rassure dans ton projet mais qui te fera pas avancer? Donc le POC qu'on aimerait faire, c'est de faire des pitch dating. Donc tu rejoins une room vidéo et tu auras 5 professionnels et donc tu pitches 5 minutes par professionnel. Donc tu passes d'une room à l'autre, comme ça te fait au moins une demi-heure de pitch et pitcher, c'est un des meilleurs exercices que je vous conseille, c'est de répéter l'histoire de votre projet en boucle, en boucle, en boucle et au plus vous allez le maîtriser et au plus vous allez avoir d'impact et au plus vous allez emmener les gens avec vous et au plus la vie elle sera simple. Donc le but c'est de pitcher à répétition avec différents professionnels qui chacun vont prendre quelques minutes pour vous faire des feedbacks et en fait vous passez à la chaîne. Et le but c'était de faire 2 épreuves, enfin 2 pitch dating. Un où en fait le professionnel se présente, il dit: «Bah, voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai telle carrière, je viens de tel, endroit, donc si je te donne des feedbacks, ça va être sur cette partie-là. Maintenant je t'écoute, pitch». On pitch, on a les feedbacks et on passe au suivant. Et le 2e POC, ce serait de dire: «Écoute, moi je suis professionnel, je vais te dire à la fin, en même temps des feedbacks, ce que j'ai pensé de ton projet, je t'écoute et pitch». Et en fait, les feedbacks, tu les reçois après le pitch dating par mail, en résumé, à l'écrit, sur lesquels tu peux te reposer, et cetera. Et on veut voir un peu, quel est le sentiment entre ces 2 types de pitch dating. Est-ce que les gens, ils ont plus kiffé avoir des feedbacks, de gens où ils savaient très bien qui c'était? Ou est-ce qu'ils ont plus kiffé avoir des feedbacks à la fin, honnêtes, après la prestation, à froid, posé, et cetera, avec peut-être plus de contexte? Donc heu donc il y a ces 2 aspects-là sur les porteurs de projets. Ils ont peur de se faire piquer leur idée. Ils attachent beaucoup d'importance à qui va te donner un conseil. Tu vois, si je reprends l'exemple de Oussama Hamar, je pense qu'il y a une grosse partie de son audience qui vont accepter, ses interventions de la même manière que si on était en 2013, que si on était en 2023 l'année dernière, alors qu'il est en plein conflit d'associés, il vit à Dubaï, c'est plus du tout le même personnage. Parce qu'ils vont attacher de la crédibilité à celui-là, alors qu'il y en a d'autres, en 2013, on buvait ses paroles et aujourd'hui, en 2023, c'est un no-go, quoi. Ils vont pas l'écouter du tout. Donc tu vois, tu as beaucoup de biais cognitifs qui vont s'attacher à l'humain. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs, développé une petite fonctionnalité avec l'IA, pour avoir l'attraction. C'est qu'on a plugué, l'API d'OpenAI pour qu'en fait ton projet il soit review par l'IA. OK. Permet de retirer cette partie de l'humain où tu te dis: «Bah, moi l'IA, c'est bon, je lui fais confiance, je le connais pas, je sais pas qui c'est, mais tous les feedbacks qu'il va me donner, c'est génial». Parce qu'il y a cette traction autour de l'IA. Ouais. Et après trouver des professionnels, bah, c'est simple, il y a que 2 profils qui existent, il y en a pas 3 pour tout ce qu'on a testé. C'est, le premier qui est plutôt réticent, qui dit: «Bah, moi j'ai pas le temps, en plus je suis pas payé». Et bizarrement, bah, c'est les gens qui vont passer 1 heure à t'expliquer qu'ils ont pas le temps et qu'ils sont pas payés, donc ils le feront pas. Et après tu as l'autre partie qui adorent, qui se disent, «Attends, mais enfin moi on me dit: «Bah, là j'ai plus de projet sur la verticale, sur laquelle je me suis inscrite». Et donc je me suis dit: «Bah, en fait, je vais notifier tous les professionnels». Je vais plus me dire: «Bon, bah, lui, il est dans les SaaS, donc dès qu'il y a un projet SaaS qui va arriver, je vais le mettre». Maintenant, ils sont tous notifiés. Si tu t'inscris en tant que professionnel, investisseur ou incubateur, tu reçois une notification et à libre à toi d'y aller. Et en fait, ça se consomme comme du snack content. C'est-à-dire que les gens, ils viennent pas se poser une demi-heure sur le projet, regarder chaque slide, et cetera. Ils viennent quelques minutes, ils vont screener ça, donc ils vont le regarder, alors pas en diagonale, mais ils vont le regarder, sans passer une demi-heure non plus. Ils vont dire: «OK, lui, il cherche des feedbacks là-dessus, bah, je vais lui faire un feedback et en plus, je vais lui expliquer aussi un peu, un input qui me vient en tête quand je le vois». Ça peut être de lui recommander quelque chose, ça peut être d'aller sur son profil LinkedIn, se connecter avec et lui faire une reco à quelqu'un, et cetera. Donc pour les professionnels, il y a pas trop de syndrome de l'imposteur avec ceux qui disent: «Ouais, mais je sais pas si je suis légitime ou pas». Si tu as des conseils à donner, que tu aies 1 an d'expérience de plus que quelqu'un ou que tu aies, 10 ans, bah, autant donner ce feedback-là, en fait, plutôt que qu'ils s'endorment avec toi dans ta carrière. Les professionnels qu'on a eu en premier, c'était souvent des gens qui étaient très corporate, qui ont fait 15-20 ans dans la même entreprise, qui ont un savoir de dingue, qui est pas exploité parce qu'ils sont, dans un schéma qui leur permet pas d'aller ailleurs que dans leur fonction. Et en fait, ils disent: «Mais sur PitchMe, bah, je peux amener, 15-20 ans d'expérience à des projets comme ça à la chaîne».
Et en plus, on a des projets qui sont B2B, qui sont dans le circulaire, dans l'impact, et cetera, qui concernent beaucoup les grosses industries B2B. Et ça m'étonnerait pas qu'en off, en dehors de la plateforme, il y ait des gens qui se pluguent entre eux pour discuter, pour aller un peu plus loin. Surtout que les grandes industries, elles ont un gros problème, c'est que pour rester innovantes, elles font énormément appel aux startups à travers des hackathons ou alors des concours, etc. Et comme aujourd'hui, on est plutôt dans une période de récession au niveau de l'économie, les gens prennent moins de risques, donc il y a moins de startups qui viennent taper aux portes des hackathons et des concours, donc les boîtes, elles innovent moins, et en fait, tu as un cercle qui est hyper compliqué une fois qu'il tourne au ralenti, Ouais. qui fait que bah, tu as quand même une industrie à la fin qui se dit, bon, ben là, l'innovation, on ne sait pas trop quelle direction prendre, ou alors on va devoir augmenter les prix qu'on va donner, etc. Donc, PitchMe, ça s'incrémente un peu là-dedans. Aujourd'hui, c'est plutôt un gros MVP en termes de dev parce que je suis tout seul dessus, mais c'est sûr qu'on aimerait, quand je dis on, c'est ouais, les voix dans ma tête. On aimerait le pousser le plus loin possible et, et surtout qu'il soit un peu mieux fait, tu vois, en termes d'UX et d'interface utilisateur. Et quand tu t'écoutes, tu te dis que c'est pas trop le truc sur lequel il faut se lancer maintenant, il vaut mieux répondre à un vrai problème, etc. Donc on discute avec des incubateurs. Donc c'est vraiment un projet génial et il l'est d'autant plus parce qu'il est communautaire. Donc c'est vraiment d'autres humains qui viennent et qui se disent bon bah comment est-ce qu'on peut se rendre meilleurs les uns les autres. Donc je pense que c'est le début d'une belle aventure. Ok, ok, très très clair. Très très clair. Moi j'avais ouais, j'avais une question. Bah, c'était quoi? J'ai oublié ma question. Mais en On tout cas, se fait j'aimerais noyer avec tout ce que je fais. ouais, ouais, non, mais j'aimerais rebondir sur un truc assez intéressant que tu disais par rapport au biais des entrepreneurs qui avaient peur qu'on leur veuille l'idée. C'est vrai que moi, en fait, quand j'ai commencé à entreprendre, à monter des projets et tout, j'étais comme ça, tu vois. J'étais en mode, non, si j'en parle, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Et en fait, j'avais pas encore compris que l'idée ne vaut rien et que c'est l'exécution qui compte, tu vois. Et ça, c'est un truc enfin que des fois je rencontre même aujourd'hui, tu vois, des fois quand je parle forcément à d'autres entrepreneurs et tout, euh, tu vois, je leur dis par exemple, ouais, tu bosses sur quoi en ce moment et tout, il me dit ouais, je bosse sur un SaaS et tout, je fais ok, cool, c'est quoi? Ah, je peux pas trop en dire pour le moment, ça reste un peu, ça arrive et tout, tu vois. Et en fait, quand il me dit ça, moi, c'est comme si j'avais des alertes dans ma tête qui me disaient genre tellement de red flags qui apparaissent parce qu'au final, un entrepreneur qui te dit ça, c'est, en fait, pour moi, à moins que ça soit de la deep tech ou tu vois, c'est vraiment un truc énorme et du coup, oui, il y a les raisons pour lesquelles ça pète pas encore parce qu'il y a des brevets qui doivent passer, etc. Donc, il peut pas encore vraiment en parler. Mais dans 90% du temps, c'est pas le cas. Et du coup, bah, la personne, elle a l'impression que, tu vois, si elle dit son idée, qu'elle va se la faire voler. Déjà, honnêtement, je pense que dans 90% du temps, quand quelqu'un te donne son idée, ou quand tu vas donner ton idée aux autres, tu vas parler de ton idée, même si tu n'as encore rien développé, les gens, ils ont trop la flemme. Ils ont trop la flemme de faire le truc que toi, tu as envie de faire. Et s'ils C'est sont clair. motivés, euh, en fait, même s'ils font la même idée que toi, ils vont la faire d'une manière différente. Et c'est pour ça qu'on dit que l'exécution, c'est ce qui compte, parce que en fait, c'est la façon dont tu vas implémenter l'idée qui compte. Parce qu'une même idée peut être implémentée de plusieurs manières différentes. En fait, si l'idée comptait vraiment, bah dans ces cas-là, en fait, on n'aurait jamais d'innovation. On aurait une entreprise qui fait un seul truc dans chaque secteur d'activité, tu vois. Et sauf que c'est pas le cas en C'est fait. clair. Aujourd'hui, si on prend un truc tout bête, tu vois, si on prend par exemple la facturation, tu vois, dans les entreprises, il y a énormément de logiciels, de SaaS qui existent et qui gèrent la facturation, tu vois. Mais ils la gèrent d'une manière différente. Et pourtant, une facture, c'est une facture. Y a pas, t'inventes pas des nouveaux trucs. Mais en fait, tu vois, si tous les entrepreneurs qui ont monté les boîtes comme Payfit, Cellsy, etc., tu vois, s'ils se disaient tous, ah non, mais attends, il y a Salesforce qui gère déjà les factures, moi j'y vais pas, bah, tu vois, ils auraient jamais existé et pourtant aujourd'hui ils fonctionnent très bien. Donc ouais, faites-vous, comme le dit Eric Larchevêque, faites-vous voler l'idée.
Surtout que en fait, quand vous allez parler de votre idée, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que les gens, la plupart du temps, ils vont vous donner des feedbacks. Et, et ce qui est trop bien, c'est qu'on voit tous les choses d'une manière différente. Et du coup, des fois, ils vont vous lancer sur une piste que vous n'aviez pas vue au début, mais que eux voient parce que de par leur expérience, leur façon de voir les choses, etc. Donc, vraiment parler le plus possible de votre projet. Moi, je peux prendre genre mon projet actuellement en cours, euh, où en fait je le fais en live sur Twitch, tu vois, et t'as des mecs dans le chat qui Mmh. me font des retours et qui me disent ah mais t'as pensé à ça et ça et ça, et c'est des trucs que j'ai C'est jamais pensé, génial, tu vois. C'est vraiment hors scope. c'est génial. J'aurais jamais, enfin je serais tombé dessus, mais dans 2 mois, tu vois, dans 2-3 mois. Sauf que là ils Ouais. me le disent maintenant, tu vois. Et là j'ai gagné 2-3 mois parce que du coup c'est rentré dans ma roadmap et je sais que ok bah effectivement il y a ce truc là qu'il faut pas que j'oublie et qu'il faut que j'intègre. Et franchement, parlez de votre idée, tweetez votre idée, parlez-en Super. sur LinkedIn. Ouais. Franchement, C'est vraiment ouais. l'exemple ultime que tu donnes, que de développer en live sur Twitch, c'est énorme. Il y a un autre Français qui le fait, il s'appelle Marc Marc Lou. Louvio, Euh, ouais, c'est ça. très très fort, hein. Et il dev là, enfin, des fois, il se fait 30 heures de live en Ouais, quelques jours, en une semaine, et puis il va dev. Là, justement, il était sur des invoices, donc sur enfin, sur l'envoi de ouais, facturation automatisée depuis Stripe qu'il ne faisait pas, et donc tu as tes clients qui t'envoient, etc. Là, si tu es bon en tant qu'entrepreneur et que tu arrives à rationaliser, bah, à mon avis, c'est des restes. Enfin, j'ai pas regardé le live, mais à mon avis, il envoie des calls API sur des webbooks, etc. Et ça envoie du mail automatisé. Mais donc techniquement, ça se structure facilement. Après, faut le dev, etc. Faut le débugger, ouais, etc. Mais je veux dire, en 30 heures, il va se prendre 4-5 jours, il va live, des fois pendant 1 heure, je pense qu'il est en live, il code, il parle pas. Et à la fin, il sort ça, il dit, bon, bon voilà, je l'ai sorti. Donc lui, il a une audience sur Twitter, c'est ce qui est génial. ouais, Et il dit, bon voilà, je l'ai lancé, pour l'instant, ça fait 2 000 $, on verra bien si ça passe, etc. Et pourtant, il y a plein de boîtes qui le font, mais lui, ce qu'il regarde, c'est est-ce que les gens ont des problèmes? Est-ce qu'ils ils se répètent ces problèmes? Est-ce qu'ils sont assez urgents à régler? Je pense que ton Stripe ou ton client, il te quitte parce qu'il n'a pas de facturation. Je pense que c'est quand même assez urgent. Et est-ce qu'on peut le régler de manière systémique, donc en version SaaS, c'est-à-dire que tu accèdes à un service et puis tu peux le faire autant de fois que tu veux. C'est vraiment un peu les bases du pré-développement, on va dire. Mais c'est vraiment bien ce que tu fais de vraiment te mettre en live et de dire, bah, cliquez là, l'idée, le code, il est là, il est affiché, etc. Mais c'est l'exécution qui compte. Tu as raison, c'est pas l'idée que tu as, c'est vraiment l'exécution. ouais. Mais c'est marrant que tu parles de Marc parce que j'aimerais vraiment l'avoir en live sur une interview parce Ah, que ce c'est un serait mec top. que je suis depuis un bon moment. J'aime bien sa philosophie de faire les choses. Donc c'est plus quelqu'un Trop bien. qui va juste envoyer, mais genre envoyer non-stop. Il va monter des Oui. projets, il va en monter un sur une semaine, il va en monter un autre, etc. Tu vois, et c'est comme ça qu'il a construit son audience. Et, euh, et en fait, enfin, on va pas se mentir, avoir une audience, ça facilite énormément de choses. Ça facilite beaucoup le lancement de ton projet, tu vois. Mhm. Comme on disait tout à l'heure, tu vois, au niveau des feedbacks, bah Marc, en fait, il tweet et il a au moins, je pense, 30 réponses de personnes qui lui font déjà des feedbacks. Et il a rien encore build, Ouais, tu vois. C'est juste une idée qui tient sur un tweet. Et limite, tu vois, c'est des clair. fois, il est en mode, ok, bah, genre fin de la semaine, il a la landing page avec un lien Mhm. Stripe, bah allez-y, payez, tu vois. Mais après, faut pas se faire avoir non plus. Si par exemple, bah, si je me compare, tu vois, moi, si j'envoie un lien Stripe, les gens ils cliquent pas parce que j'ai pas ce social proof, tu vois, que lui il a construit au fil des années. Et c'est pas un truc que tu fais en un claquement de doigts, c'est un truc que ça lui a pris plusieurs années à faire. Mais en fait, il a cette confiance de son audience qui fait que les gens ils savent de quoi il est capable, ils savent ce qu'il a déjà build en tant que produit, que Mhm. c'est robuste, que ça fonctionne. Bah dans ce cas-là, tu vois, ils ont pas peur de précommander des trucs parce qu'ils savent qu'en fait, ce qui va sortir plus tard, quand il va sortir son truc et tout, bah ça va être solide, ça va être Mhm. fonctionnel et c'est pas quelqu'un qui va juste te scam et qui va te faire payer et qui va partir, tu vois. Donc, donc ouais, et sa démarche est hyper intéressante. Il s'est lancé effectivement dans le live coding il y a pas très longtemps parce que je crois c'est uniquement son dernier projet qu'il a fait en live coding. Et mais franchement, tu vois, c'est une démarche Zen qui est Invoice, hyper intéressante, tu vois.
Ouais, si C'est tu arrives à l'avoir, faut qu'on aille le spam gentiment sur Twitter pour voir ouais, Mais s'il là, est déjà, fait je pour pense que venir. là, quand j'ai dit ouais, j'aimerais bien l'avoir, je vais le découper, je vais mettre la vidéo et je vais le tag sur Twitter. Vas-y, Mais ouais, marque-le, non, il faut que dépêche-toi. j'aimerais bien parce que c'est quelqu'un, tu vois. Moi, je trouve que bah, c'est un peu. Alors, il y a lui, je crois, il y a un autre Français aussi qui s'appelle Nico sur Twitter qui fait des trucs aussi qui sont pas mal. Mais, Ouais, mais ouais, enfin, c'est un très bon, enfin, c'est un très bon indie hacker. Il sait très bien ce qu'il fait. Mais tu vois, c'est pas quelqu'un oui. qui a, comment dire, euh, qui arrive avec un réseau ou quoi que ce soit, tu vois. C'est un mec, je crois en plus de base, c'est même pas un dev. Il a appris le dev. Je crois il a appris Mhm. le dev en quelques mois. Et puis après, il a commencé à build, tu vois. Et moi, en fait, je respecte les gens qui sont arrivés à un certain stade euh, grâce à leur travail, tu vois. C'est le mec, en fait, pendant plusieurs années, il avait 100, 200 followers, mais juste il balançait du content, tu vois, il montait des projets, ça marchait pas, ok, tac, j'en refais un autre, j'en refais un autre, j'en refais un autre, tu vois, jusqu'à C'est clair. récupérer, jusqu'à que ça pète, tu vois. Mais ouais, ouais, donc ouais, Pitch Me TV, très intéressant et du coup aujourd'hui, t'as pour finir un peu sur ce projet-là, combien alors j'ai deux questions du coup. Je me rappelle de la question que je voulais poser. Euh, donc t'as déjà la première question, c'est aujourd'hui d'un point de vue à peu près ratio de porteurs de projets euh, on va les appeler investisseurs, même si Mm. c'est d'autres profils que des investisseurs, mais en gros, Ouais, quel est le professionnel. ratio? Est-ce qu'aujourd'hui, en gros, l'idée c'est que moi je suis porteur de projet, tu vois, par exemple, moi, tu vois, ça m'a chauffé, je me dis, ok, bah, j'ai envie de mettre mon projet sur Pitch Me TV parce que j'ai envie d'avoir des retours sur mon projet. Mhm. Est-ce que je peux m'attendre à avoir des retours d'un point de vue durée, au niveau de combien de temps? Est-ce que c'est sur une semaine? Est-ce que c'est sur un mois? Enfin, en gros, est-ce qu'il y a assez d'investisseurs en gros qui sont là présents sur la plateforme, quoi? Dans Build Public, j'ai 37 porteurs de projets, j'ai 11 professionnels et 4 investisseurs, Ok, slash incubateurs. Donc, tu vois, j'en ai qui sont intéressés par le B2B, il y a des tailles qui sont un peu plus larges, mais la tech, l'IA, la fintech, les apps, etc. ok, Donc, eux sont notifiés dès qu'un nouveau projet complet est déposé. Donc, il y a des petits triggers dans la web app qui font que ton projet est officiellement complet à partir d'une certaine étape. De toute ok, façon, quand tu t'inscris, tu as une page d'onboarding à remplir. Donc, ton nom, ta photo, le nom de ton projet, ou alors si tu es professionnel, tu as juste à remplir une légère description. En fait, si ok, ta description elle est vide, ton profil il existe, mais il est visible nulle part. En fait, il est dans une note data, une note table, donc une note table de Airtable. Mais une fois qu'il est rempli, tu existes et puis après, bah, tu peux aller modifier. Peut-être qu'au début, la description, tu vas juste mettre le démarrage de ton projet. Puis après, en allant dans ton back-office sur la web app PitchMe, où tu vas ajouter des choses, tu vas peut-être ajouter ton pitch deck, etc. ok, Donc, tu peux avoir des retours assez rapides. À la base, je bossais pour essayer de plugger aussi un utilisateur généré par l'IA. C'est-à-dire que tu as un user sur la web app qui est backé par l'API d'OpenAI. Et à ok. chaque fois que ton projet arrive, tu as direct un feedback enfin, dans la demi-heure. Comme ça, toi, tu as une notif et tu as un peu cette réassurance de dire bon, bah, c'est bon, mon projet il a été vu, etc. Parce que si ton projet, il n'y a rien qui se passe dessus, Hmm, c'est pire. C'est plus dur de rattraper quelqu'un qui est venu et qui s'en va que quelqu'un qui est jamais rentré chez toi, quoi. ouais, Donc il y a plein de petites choses comme ça, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis en place parce que je ne sais pas trop comment les gens réagissent au fait de venir sur une plateforme comme ça et finalement avoir un feedback de l'IA. hmm, De manière générale, les gens sont plutôt OK, vu comment les gens se sont très vite adaptés à l'IA. Donc si tu veux mettre un projet, si tu veux faire un test ou autre, tu peux. Les professionnels seront notifiés dans tous les cas, ok, donc tu peux avoir un feedback à peu près n'importe quand. Et toi, tu es notifié aussi quand tu as un feedback. Tu n'es pas obligé de ok. retourner sur l'app, tu reçois un mail, etc. Ouais, de toute façon, quand t'es porteur de projet, ça te coûte rien en vrai Ouais. de poster ton projet. Et je pense à ça, mais le profil des professionnels sont consultables aussi. Ok, Tu vas dans l'espace communauté et tu vois qui est qui, etc. ok, 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 trop cool. Euh, et du coup, oui, alors,
dernière question, mais pas des moindres. Comment est-ce que quel est le business model de PitchMe.tv? Est-ce que c'est un projet totalement gratuit et du coup tu fais ça pour plus tard peut-être développer d'autres trucs à côté, ou est-ce que t'as peut-être, enfin tu fais déjà payer certains Mmh. utilisateurs, je sais pas comment ça se passe. Ah, c'est marrant, d'habitude, c'est la question qu'on me pose en premier. Toi, c'est la dernière question que tu me poses. C'est un projet gratuit parce que tous les projets à base de communauté sont obligés d'avoir un volume critique pour que tu puisses identifier des leviers de commercialisation. Il peut y en avoir plein, il peut y avoir de la publicité sur le site. Parce que là, j'ai ajouté les upvotes, donc les projets peuvent recevoir des upvotes et puis un peu grimper un classement. Faire comme sur Product Hunt, pour ceux qui sont familiers avec ça, Product Hunt, c'est un répertoire de tous les projets un peu tech qui viennent d'être développés. Et je dis des bêtises, je peux aller plus longtemps, mais je crois que tu as le top 3, et puis avant d'avoir le quatrième, tu as une pub déjà qui s'insère là. Et au-delà de ça et de la newsletter, je crois que Product Hunt, il fonctionne qu'avec ça quasiment. Donc, tu peux avoir de la publicité, tu peux ouvrir des ressources payantes. J'ai eu beaucoup de demandes en fait de la part d'autres porteurs de projets pour savoir bah, plein de choses, comment pitcher, etc. Les gens, en fait, moi je pensais vraiment que les porteurs de projets étaient de bons pitchers naturellement, mais Hmm. il y en a qui ont quand même des difficultés. Il peut y avoir quoi d'autre? On réfléchissait aussi à faire payer plus la partie B2B, donc les incubateurs par exemple. Une Ok. map interactive avec les incubateurs qui sont référencés dessus, donc qui payent. Et en plus, à chaque fois qu'un porteur de projet arrive et qui correspond à zone géographique et au moins une fonctionnalité, enfin un secteur d'activité, ils sont notifiés. Et c'est ce qu'on appelle du scouting de start-up. Les incubateurs, ils ont autant de mal que les industries qui faisaient des hackathons et des concours, comme on le disait tout à l'heure, à trouver des Hmm. start-up. Donc, j'ai discuté un peu avec eux et c'est pas forcément ce sur quoi je peux me lancer, mais je sais qu'ils pourraient le faire. Après, les incubateurs, c'est pas forcément une cible très solvable. C'est aussi un indicateur qu'il faut avoir en tête quand vous développez, c'est votre audience. Est-ce qu'elle a une ligne de budget qui existe pour votre Ouais. projet et si oui, de combien elle est? Donc il y a ça aussi. Il y a plein de choses qui peuvent se faire, mais aujourd'hui, c'est 100% gratuit, quoi. Ok. Je paye rien, tout est gratuit. Ça me coûte 0 € de le faire tourner. À part un peu l'école pour l'API d'OpenAI, mais ça se compte en centimes, donc Ok. c'est rien. Ok. Ok. Parce que ouais, parce que effectivement, là, toi, t'es plus concentré à construire en fait la communauté autour de Ouais. PitchMe.tv, la faire connaître, etc. Et, euh, et tu dis que tu trouveras bien d'ici là une idée, un truc. Il y a quelque chose qui va émerger quand on va te parler de PitchMe.tv, etc. Et à un moment, tu vas dire, ok, c'est ça qu'il faut que je monétise, c'est Oui, avec ça que ouais, je peux générer des revenus. Ok, exactement. ok, très très clair. Très très clair. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas Ouais. si tu voulais. Je sais pas si t'as des trucs que tu veux ajouter. Bah, merci beaucoup pour l'invitation déjà.